Radio Pays. Le changement de direction a eu lieu au mois de septembre après 7 années passées depuis 2014 à la tête de l'Institut Pasteur de la Guyane. Mirdad Kazandji est parti poursuivre sa carrière à l'Institut Pasteur du Cameroun et a donc été remplacé par Christophe Perfit, le nouveau directeur donc de l'Institut Pasteur de la Guyane. Un institut présent sur le territoire depuis plus de 80 ans, depuis 1940, avec aujourd'hui une grande diversité d'activités, formation, recherche, laboratoire d'analyse. Christophe Perfit, bonjour. Bonjour Victor. Merci beaucoup Christophe Perfit d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Alors, avant d'arriver en Guyane, vous étiez le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal pendant 3 ans. Vous êtes docteur en pharmacie, spécialiste de la virologie, c'est l'étude des virus. C'était un choix de votre part, et on va commencer par là, un choix de votre part de venir travailler ici en Guyane. Effectivement Victor, à l'issue de ces 3 années magnifiques passées en Afrique de l'Ouest, et je salue tous nos confrères sénégalais, et j'ai pu avoir une vision très large en fait du réseau des instituts Pasteur qui est développé sur les 5 continents. Oui, partout dans le monde. C'est vrai, quand on regarde la carte, on se rend compte à quel point vous êtes partout. C'est 22 000 chercheurs et chercheuses dans les différentes thématiques en infectiologie, répartis sur les 5 continents et un peu plus de 23 pays. Donc il s'agit d'un réseau en fait qui a une mission de dimension internationale. Et parmi l'ensemble en fait des instituts qui s'offraient à moi, eh bien j'ai eu la chance de voir que l'Institut Pasteur ici à Cayenne allait libérer une place, et j'ai saisi cette opportunité en présentant ma candidature, et j'ai eu le plaisir d'avoir été retenu. Et donc depuis le 1er septembre, eh bien j'œuvre ici à Cayenne avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il représente l'Institut Pasteur de la Guyane pour quelqu'un comme vous qui, avant d'arriver, ne connaissait pas nécessairement le territoire guyanais? Alors l'Institut Pasteur ici, c'est vraiment une porte, si vous voulez, sur toute l'écosystème et la biodiversité du continent sud-américain. Donc il s'agit en fait dans une zone évidemment j'allais dire équatoriale, puisque je le découvre ici avec cette saison des pluies qui est dense, en fait, qui offre des conditions d'émergence potentielle pour un certain nombre de pathologies que je suis depuis pas mal d'années, et notamment en ce qui me concerne, en raison de ma spécialité, en fait, les pathologies virales. Donc des nouveaux virus finalement qui apparaissent, c'est ça, sur le territoire? Alors évidemment, en fait, c'est vraiment une question majeure que vous posez, puisque en fait, on se pose toujours la question, est-ce que ce sont des pathogènes émergents ou réémergents? En d'autres termes, est-ce que ce sont des pathogènes qui préexistaient dans un écosystème, qui lui-même peut être bouleversé ou changé par différents paramètres? Et puis ensuite, ça crée les conditions pour une émergence, et donc finalement pour nous, de notre point de vue, une identification. C'est pour ça que un travail majeur mais extrêmement passionnant des chercheurs, et en particulier ici des différentes équipes, donc je salue Dominique, Antoine, Lise, Benoît, Anne, Jean-Bernard, Mathilde, etc. C'est une équipe nombreuse, l'Institut Pasteur de la Guyane. Oui, alors il y a environ 80 personnes qui sont présents ici et qui œuvrent dans les grands domaines, si vous voulez, de la virologie, donc avec différentes branches, les arbovirus transmis par des arthropodes, c'est-à-dire grosso modo les insectes et les tiques, si vous voulez, les phlébotomes. Ensuite, vous avez les virus respiratoires. Donc le nom est très clair. Vous avez les hantavirus transmis par les selles ou les urines salive de rongeurs. Donc ça, vous avez ces premiers axes en virologie. Ensuite, vous avez un axe sur le paludisme, et en particulier la résistance aux molécules antipaludiques. Vous avez un axe entomologique, donc vraiment des chercheurs dédiés sur des recherches liées aux vecteurs, ce qu'on appelle la compétence vectorielle, les capacités à transmettre, comment casser ces chaînes de transmission, l'investigation en forêt en capturant soit une faune sauvage mais de manière raisonnée, capturer ces différents vecteurs potentiels, et ensuite essayer de regarder quelles sont les dynamiques de transmission aux interfaces
puisqu'ici, en fait, vous savez mieux que moi, cet écosystème forestier est une chance pour la Guyane, et j'allais dire pour le continent, mais effectivement, compte tenu des certaines évolutions ou des changements ou de modifications, eh bien, ça peut créer des conditions, si vous voulez, d'émergence, ce que j'appelle, moi, les interfaces entre la forêt profonde et puis soit un changement progressif en fonction des écosystèmes, donc la savane, les zones périurbaines, les zones urbaines, mais aussi d'autres types d'actions. On reviendra, Christophe Perfit, dans quelques minutes, précisément, un petit peu plus précisément sur les recherches qui sont menées actuellement à l'Institut Pasteur de la Guyane. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur ce premier bilan, on va dire. Ça fait un peu plus de 5 mois que vous êtes arrivé en Guyane. C'est quoi le regard finalement que vous portez sur les activités qui sont menées par l'Institut Pasteur sur le territoire? Donc merci de cette question. Alors c'est clair, donc maintenant ça fait quasiment, oui c'est ça, 5 longs mois que j'ai le plaisir d'être ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un institut, si vous voulez, qui a énormément de potentialité, des équipes dynamiques, des chercheurs vraiment exceptionnels, modestes. Ce sont des gens, je pense que vous en avez reçu quelques-uns, oui. Voilà, donc des gens qui communiquent, mais qui sont passionnés, parce que ici, je pense, et en particulier dans les métiers dans lesquels on est, ce sont des métiers de passion. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, et je pense que c'est une ligne de force qui va continuer, puisque dans nos domaines, on a la chance en fait de faire un métier passion. Ensuite, maintenant, sur les capacités de l'Institut, on a de belles infrastructures qui existent, mais il est important pour nous de constamment investir, puisque l'environnement, être en bordure d'océan, donc vous avez le sel, bon, je vous cache pas qu'il pleut, vous avez des insectes, etc. Tout ça, ça joue dans les filtres, dans tous nos systèmes, puisque on doit travailler avec des infrastructures de type confiné, et le taux d'usure en fait de tous ces équipements en fait est extrêmement important. C'est entre 5 et 6 fois plus important qu'en France métropolitaine, les changements de filtres, etc. Donc, si vous voulez, ça a un impact lourd pour nous, et on doit en permanence veiller à ce que les équipements qui nous permettent de travailler soient au top niveau. Donc ça, c'est sur les équipements généraux, et c'est la même chose pour les équipements eux-mêmes de recherche. Donc, on a des outils, des appareillages très compliqués, ou on va dire technologiques. Et il faut investir en permanence parce que la science évolue très vite. Et afin de répondre aux questions de manière les plus pertinentes, il y a ce travail-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, et c'est une volonté pour moi de continuer le développement là-dedans. Et ensuite, si vous voulez poser la vision que j'ai... La vision stratégique, on va dire finalement, de développement de l'Institut Pasteur. Sur la vision stratégique de développement, alors évidemment, j'ai pas la prétention puisque comme vous l'avez dit en introduction, c'est une vieille maison, une vénérable maison, et il est intéressant pour moi de comprendre en fait qu'est-ce qui est à l'origine, ce qui constitue ce que je définis moi comme les lignes de force, et on dit en langage courant, c'est bâtir sur les succès. Et donc qu'est-ce qui a fait le succès et qu'est-ce qui va faire le succès? En fait, c'est la question que je me pose et je me remets en question évidemment très régulièrement. Donc ce qui a fait le succès en fait, c'est de cibler des questions en Guyane, pour la Guyane, et qui a un impact sur dans ce qu'on dit pour nous le plateau des Guyanes ou la zone amazonienne. Donc ça, c'est vraiment ces questions de recherche en santé publique autour de pathogènes, de réservoirs, de vecteurs, pour pouvoir améliorer les conditions de vie, j'allais dire le bien-être des populations évidemment, mais aussi soigner et contribuer à casser ces chaînes de transmission de pathologies. Donc par exemple, si on va parler de la dengue, Zika, etc., chikungunya, maintenant que tout le monde connaît puisqu'il y a eu tellement d'épidémies, et ça a été bien relayé dans la presse, en fait, ça a permis de prendre conscience, en fait, faire prendre conscience aux populations que finalement un moustique, alors certes ça fait du bruit, ça peut nous réveiller, etc., mais en même temps en fait c'est une vilaine bête qui a la capacité à nous transmettre des maladies. Oui, finalement la philosophie de l'Institut Pasteur de manière générale, évidemment pas que celui de la Guyane, puisqu'on l'a dit, c'est tout un réseau d'instituts qui sont implantés un peu partout dans le monde. L'idée pour chacun d'entre eux, c'est de travailler pour les territoires où ils sont situés.
très concrètement, ça veut dire quoi? Que vos activités sont vraiment adaptées à la Guyane et que, évidemment, vous n'allez pas travailler sur la même chose ici en Guyane qu'à Paris ou même à Nouméa. Alors c'est exactement en fait la vision qu'a eu Louis Pasteur en fait en envoyant ses meilleurs élèves partout dans le monde en fait, évidemment dans des zones, j'allais dire un petit peu d'influence française. Oui. Ou francophones, etc. Et pour aller sur place, se rendre compte des questions qui étaient posées, et ensuite d'y répondre en mettant les meilleurs outils là-dessus. Et comme c'était ces élèves, en fait, évidemment, ils sont en lien les uns avec les autres, c'est le début du réseau. Ces réseaux des Instituts Pasteur est un mode très exceptionnel de coopération, puisqu'on travaille les uns avec les autres autour de différentes questions communes. Donc évidemment, quand un institut est en zone intertropicale ou en zone équatoriale, eh bien, il y a des questions similaires qui peuvent se poser avec d'autres instituts. Dans d'autres instituts, en Asie, en Afrique, etc. Et donc, comme on a la chance de se connaître et de travailler relativement longtemps ensemble dans une communauté finalement assez restreinte de chercheurs et qui est tout à fait internationale, hein, c'est vraiment international, eh bien, ça nous permet d'avoir un cran d'avance systématique sur les questions. Ça veut dire par exemple que l'Institut Pasteur de la Guyane travaille régulièrement avec quels autres instituts dans le monde? Super. Alors en fait, il y a une nouvelle gouvernance qui a été mise en place par l'Institut Pasteur en fait, qui permettent d'accroître en fait le poids des différents instituts Pasteur, puisque vous avez la maison mère évidemment à qui on rend hommage, l'Institut Pasteur à Paris. Qui a monté évidemment ce réseau. Mais récemment en fait, il y a un élément de gouvernance qui a évolué où vous avez deux représentants par région. Donc ici l'Institut Pasteur de la Guyane est dans la région Amérique, avec deux instituts au Brésil. Donc la plateforme, je salue Paola, qui parle parfaitement le français, évidemment. Ensuite, vous avez la Fiocruz, vous avez l'Institut Pasteur de Montevideo. Donc je salue Carlos, si par hasard il nous écoutait, qui est un chercheur remarquable. Nous avons aussi en Guadeloupe Antoine Talarmin, et puis ensuite nous avons nos confrères de l'Institut Armand Frappier. Et donc nous réunissons à peu près tous les mois et demi environ, et on essaie d'évoquer les questions qui nous animent, et on étudie ensemble comment on peut travailler ensemble sur telle ou telle question. Évidemment, on n'a pas la prétention de répondre à tout, puisque chacun a ses préoccupations strictement géographiques. Mais donc voir ce qu'il y a de commun finalement entre tout ce que vous faites. Exactement. Et ça, c'est un lien particulier où on a vraiment cette dynamique. Et vous avez chaque région du monde en fait qui procède de la même façon. Quand j'étais en Afrique, eh bien, on se voyait très régulièrement autour de différentes questions. On échange des protocoles, on a des étudiants qui peuvent se déplacer, on a des chercheurs, etc. C'est vraiment ce travail-là, en fait, coopératif. Mais aussi, c'est un travail que, comme vous le disiez, on est inséré dans l'endroit dans lequel on est. Donc là, j'en profite pour saluer Antoine Primrose, par exemple. Donc le président de l'université. Le président de l'université, quelqu'un de remarquable, avec qui, dès le début, en fait, je me suis présenté, puisque un institut de recherche, en fait, n'a de valeur propre dans une zone géographique donnée que s'il a des liens très forts avec les institutions. Ils le sont aujourd'hui suffisamment, les liens entre l'Institut Pasteur et l'université? Alors, on a de liens très proches dans beaucoup de domaines. Je fais partie du conseil d'administration. Et ensuite, sur différents programmes, il y a le programme Excellence, piloté par l'université, par Antoine. Et donc, je participe clairement. C'est une question, si vous voulez, à se poser au quotidien, mais qui doit être traduite en actions concrètes. Les actions concrètes, par exemple, pour nous, ce sont les étudiants. Donc récemment, nous avons eu 2 soutenances de thèse très intéressantes, donc qui ont eu lieu évidemment dans l'université, avec des modalités de bourse qui peuvent être octroyées soit par l'université ou divers mécanismes. Et c'est un travail, si vous voulez, de recherche et quelque part de formation à la recherche par la recherche dans le cadre de ces thèses où les liens sont très forts. C'est l'université qui donne les diplômes. Donc forcément, en termes de formation, eh bien, on est au cœur du système. Donc ça, c'est le premier type de relation. Ensuite, vous avez un deuxième type de relation où quand vous avez des enseignants-chercheurs
des différentes institutions, eh bien, quand ils vont donner des cours ou des séminaires, etc., eh bien, c'est dans le cadre universitaire. Donc, vous avez vraiment des liens extrêmement étroits. Formation, enseignement. Et ensuite, le troisième point, c'est la recherche. Eh bien, quand vous développez des partenariats particuliers avec des chercheurs très connus ici, le professeur Naché, etc., professeur Demar, eh bien, donc de l'hôpital de Cayenne. Voilà, donc des gens avec qui on mène des réflexions conjointes et beaucoup de travaux en fait sont réalisés avec les différentes équipes de chercheurs. Donc, si vous voulez, c'est un travail intégratif qui cherche à répondre à des questions d'actualité scientifique avec une valeur, si vous voulez, en santé publique. Collaboration, et je me permets de vous couper, Christophe Perfit, collaboration, on l'a compris, avec les autres instituts Pasteur de la région Amérique, collaboration avec les autres organismes ici en Guyane. Au niveau des pays voisins, Brésil, Suriname, pas forcément que les instituts Pasteur, à quel point vous travaillez ensemble sur tout ce qu'on appelle le plateau des Guyanes? Donc, merci de m'offrir cette question. Actuellement, on a beaucoup de chance puisque docteur Jean-Bernard Duchemin anime une formation de 6 chercheurs entomologistes du Suriname, du ministère de la Santé et de l'Environnement, de nos voisins, afin de les former à l'identification, à la capture et à l'identification d'anophèles vecteurs. D'anophèles, alors là je pense qu'il va falloir préciser. Alors je vais dire des moustiques qui potentiellement transmettent le paludisme. Eh bien, donc ils vont les former ici, c'est en cours, et ensuite, après avoir une solide compréhension de ces vecteurs, eh bien, ils vont retourner au Suriname et nos chercheurs vont aller au Suriname pour voir si le déploiement et la mise en œuvre se fait bien. Donc ça, c'est rare ce genre de collaboration, de partenariat, de formation? Non, ça se fait régulièrement dans différents domaines et nous à l'Institut Pasteur, c'est des formations, j'allais dire, type masterclass, mais qui existent, qui est réalisé dans différents domaines. Et ce qui est important là-dedans, c'est que en fait, c'est un accompagnement. Et on va permettre ensuite de créer les conditions, puisque hier je participais justement à un moment à une réunion stratégique avec une des représentantes du ministère en fait surinamais, mais qui anime ce programme aussi, puisque c'est sous le patronage de la PAO, donc c'est la Pan American Health Organization, de l'OMS si vous voulez, de la région, qui nous soutient là-dedans. Ça crée les conditions en fait de collaboration future, puisque et les pathologies n'ont pas de frontières, je veux dire, les hommes, les moustiques, les pathogènes se déplacent et il faut répondre conjointement à ce type de questions. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque part une dimension qui peut avoir une valeur humaniste, j'allais dire, mais qui a aussi une valeur pour vraiment avoir un impact dans la zone. Christophe Perfit, est-ce que vous pourriez, pour qu'on se rende bien compte, pour que les auditeurs se rendent compte, on va dire, de ce que vous faites, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, pas forcément toutes, mais des exemples de recherches qui sont actuellement menées par vos équipes à l'Institut Pasteur? D'accord. Donc, tout d'abord, vous avez des recherches notamment de compréhension de la dynamique d'émergence de pathogènes dans la forêt. Donc vous avez des gens, des chercheurs de chez nous qui vont aller dans la forêt. Dans la forêt, oui. Qui vont aller capturer de manière raisonnée différents... donc ça peut être des insectes, de la faune, et ensuite qui vont essayer de caractériser quels sont les différents types de pathogènes en fonction des différents types de disciplines qui les intéressent. Donc tel ou tel virus, par exemple, sans rentrer trop dans les détails, et de se dire, tiens, comment se fait-il que dans tel type d'environnement, j'ai tel type de virus, et dans un autre type d'environnement, par exemple en savane, j'ai un autre type, et d'essayer de comprendre en fait, dans une population par exemple de rongeurs, on va se dire, tiens, comment se fait-il que, alors on va dire le microbiome ou le virome, c'est-à-dire cette espèce l'environnement du virus, c'est ça? C'est-à-dire l'ensemble des différents pathogènes, les différents virus qu'on est capable d'identifier ou différents types de bactéries, quel est l'impact de l'environnement là-dessus? Donc ça pose différents types de questions. Vous avez d'autres questions
qui sont donc au décours de telle ou telle épidémie. Évidemment, vous avez des personnes qui ont des symptômes évocateurs de quelque chose, donc on va dire un peu comme la grippe, hein. Alors maintenant c'est souvent le Covid, mais en réalité c'est syndrome pseudo-grippaux. Eh bien vous avez donc des tests qui sont réalisés qui s'avèrent négatifs, donc on fait des PCR négatives ou pour différents types de syndromes, et à ce moment-là vous avez les négatifs, et sur les négatifs on se dit mais pourtant il y a une symptomatologie évocatrice de quelque chose, mais qu'est-ce que c'est derrière? Et donc c'est une recherche assez finalisée, je vous l'accorde, mais donc les équipes vont mettre en place différents types d'autres types de tests pour se dire mais quelle est l'étiologie, la cause de ça, et on va découvrir possiblement d'autres types de pathogènes auxquels on ne s'y attendait pas nécessairement. On va les caractériser, les séquencer, et ensuite on va faire ce qu'on appelle une phylogénie, c'est-à-dire être capable de tracer quelque part l'origine ou l'ancêtre commun, et de savoir d'où il vient. Voilà. Christophe Perfit, il nous reste peu de temps, j'aimerais qu'on s'arrête et que vous nous disiez quelques mots sur cet autre objectif affiché par l'Institut Pasteur dans les mois, dans les années à venir, la création de ce que vous appelez une biotech pour produire des sérums locaux, notamment contre les morsures de serpents, c'est bien ça? Ok, donc alors il faut avoir une approche vraiment modeste et humble dans ces questions, et j'avoue que c'est vraiment j'ai une attitude vraiment pragmatique. Oui, j'ai énormément d'ambition en termes de développement de capacitaire, comme on dit, et sur le campus, en fait cristallisé sur le campus de l'Institut, évidemment, Pasteur, pour répondre aux questions vraiment guyanaises et du plateau des Guyanes. Et donc, une des identifications qu'on a eues, donc je salue le professeur Atem, avec qui nous avons une première réunion. J'avais eu une thèse avec une bourse CIFRE, avec un industriel, une petite biotech lyonnaise, et j'aimerais mettre en place ici une capacité de production de traitement d'urgence contre les envenimations de serpents qui circulent dans la zone, donc des différentes variétés de botrops. Donc en fait, une entreprise privée en partenariat plus ou moins avec l'Institut Pasteur pour développer ce genre de choses. Alors le modèle économique est en cours de mise en place, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite fortement créer, si vous voulez, un peu comme un incubateur, créer une capacité de production ici locale pour soigner les problématiques locales et autour évidemment de la Guyane. Alors, et ensuite, si cette entreprise commence à être suffisante, après ils vont vivre leur propre vie. Nous, à l'Institut, on n'est pas un institut pour gagner de l'argent. Nous avons aussi d'autres projets très importants, structurants, notamment autour de l'analyse de l'eau. Donc on va développer très fortement cette activité. On a aussi tout ce qui est capacité analytique de séquençage, où donc je salue Anne, mais on a tout un travail à développer très fortement autour de ces aspects. Il faut aussi... Séquençage de quoi exactement? Séquençage en général. Okay. C'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer systématiquement les pathogènes et être capable de donner des résultats rapidement. Donc évidemment, on pense aux émergences, mais surtout, on le dit souvent en anglicisme, du pathogène discovery. On va découvrir des nouveaux pathogènes, séquencer mieux les vecteurs, séquencer mieux les animaux réservoirs pour essayer de bien comprendre ces questions. Et ensuite, pour finir, on a des gros projets, si vous voulez, autour du contrôle de la transmission à travers des méthodologies alternatives, si vous voulez, aux insecticides chimiques. Et donc, on réfléchit à ces questions. Mais quand je dis réfléchir, c'est qu'on est avancé, puisqu'on va présenter... voilà. Avec de la sciure de bois, c'est bien ça? Alors, vous êtes très très fort. Donc, il y a effectivement un brevet qui a été déposé par nos amis du CNRS et conjointement donc sur certains effets qui ont été développés ici. Donc il y a différents types d'approches, et puis ensuite pour finir on souhaite vraiment développer aussi une meilleure transmission du savoir auprès de la population générale à travers un projet où on souhaiterait mettre à la disposition des personnes nos collections d'insectes, de choses comme ça, mais organisées à la fois
permettre aux scientifiques de travailler, mais permettre aussi aux populations de voir ce qui se passe. Beaucoup de projets, beaucoup d'axes de développement. Si Kylian me le permet, j'aurais juste une dernière question à vous poser, et le plus rapidement possible, Christophe Perfit. On le sait, la parole publique, celle de l'Institut Pasteur, elle est importante, elle a été très importante durant la crise sanitaire pour informer la population et pour partager, on va dire, vos connaissances avec les décideurs publics. Vous allez continuer cette démarche-là, ce rôle de conseil à l'Institut Pasteur de Guyane? Alors, effectivement, la participation et la contribution de l'Institut est une contribution scientifique. Donc, on mesure des phénomènes, on les caractérise de manière scientifique et si vous voulez, sans concession, vraiment avec toute cette rigueur scientifique, et on transmet nos résultats à l'autorité publique pour qu'ils soient en mesure de prendre les décisions les plus appropriées. Quand l'information est sûre, finalement. Voilà, et par exemple, de façon récente, quand les pics, si vous voulez, diminuent, et donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais de SARS coronavirus 2, et bien sur les échantillons négatifs, les équipes de virologie, évidemment, cherchent ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Quelles sont les autres possibilités et bien, très rapidement, ils ont trouvé certains virus grippaux, et donc tout de suite, ces informations sont transmises aux autorités publiques. On aura réussi, Christophe Perfit, à ne presque pas parler de Covid-19 pendant cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, donc le nouveau directeur depuis 5 mois, depuis septembre dernier, de l'Institut Pasteur de la Guyane. Merci encore, bonne journée. Radio